bonsoir. Je vous remercie bien sûr d'être venu ce soir pour cette nouvelle conférence de l'Université populaire qui fait suite à celle de la semaine dernière, vous vous rappelez, certains étaient là d'ailleurs, où il fut question du salaire. Bon, aujourd'hui, donc le sujet, le thème sera la dette. Comme vous le savez bien entendu, vous avez lu pour ça. Or, salaire et dette sont deux thèmes récurrents dans cette période, vous savez, préélectorale, et c'est pourquoi l'Université populaire a pensé qu'il était bon de mettre ces deux thèmes comme sujet de conférence. Alors, la dette, bien entendu, la dette souveraine, je crois qu'on entend beaucoup parler de cela, et bien entendu, quand on nous dit qu'il faut rembourser la dette, cela semble presque une évidence, d'autant plus qu'on fait souvent la comparaison avec les ménages, et l'on dit que si l'on ne rembourse pas la dette, eh bien, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui seront responsables. Première question que j'ai toujours posée, est-ce que la comparaison entre ce qu'on appelle la dette souveraine et une dette de ménage a effectivement sens? Alors, concernant cette dette, vous voyez, il y a bien sûr aussi la question qui est récurrente, qui est celle de son origine, sa cause plutôt. Quelle est la cause de cette dette souveraine? Là, je me contente de lancer comme ça quelques idées. Il y a souvent, on entend deux thèses qui sont souvent avancées. La première, c'est de dire que ça remonte à peu près à 1973, là où a été décidé, vous savez, d'interdire à l'État d'emprunter auprès de la Banque centrale et donc d'être obligé de faire des emprunts sur les marchés privés. Cette hypothèse a pour elle évidemment un fait, c'est que la dette, vous savez bien, c'est accru à partir de 1974. Je crois qu'on était, je ne connais pas bien les chiffres, vous les donnerez sans doute après, on était à 20% peut-être, on est maintenant à près de 100%. C'est bien ça du PIB, à près de 100% du PIB. Bon, la deuxième hypothèse, qui est celle-là, même très souvent avancée, plus que l'autre, c'est que l'État dépenserait trop. L'État serait dispendieux, et il serait temps, n'est-ce pas, d'arrêter les dépenses publiques, sociales, etc. Et vous savez que cela sert souvent pour justifier des politiques d'austérité. Une politique d'austérité, il faudrait revenir à une rigueur du budget, etc. Alors, bien entendu, il y a là un grand enjeu, vous devinez tout de suite. Bien, on sait aussi, par exemple, que la Grèce a été mise sous tutelle suite, effectivement, à cette idée que l'État serait responsable des dépenses trop importantes, vous voyez, injustifiées, tout cela. Donc, vous voyez qu'il y a là des questions que nous nous posons légitimement. Alors, comme je ne suis pas, moi, économiste, et donc il y a beaucoup de choses, je dois dire, qui m'échappent, c'est pourquoi je crois qu'il est très utile de s'adresser à un spécialiste, et nous avons entendu parler du livre donc de Benjamin Lemoine, et c'est pourquoi nous nous sommes adressés à lui, puis je dois dire qu'il a répondu très vite, positivement, chaleureusement, et c'est pourquoi d'ailleurs je commence par le remercier, d'avoir accepté de faire ce déplacement depuis Paris. Alors, Benjamin Lemoine, vous êtes donc chercheur en sciences politiques et sociologie économique, vous êtes au CNRS, vous dépendez de Paris-Dauphine, vous êtes dans un laboratoire, je suppose, et vous êtes donc l'auteur de ce livre qui s'appelle « L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». Voilà, c'était bien sûr c'est à cause de ce livre que vous êtes ici maintenant, je ne sais pas, c'est le responsable. Oui, alors je tiens à dire aussi, mais vous le savez sans doute, que ceux qui souhaiteraient, après la conférence, puisqu'il y aura une partie de conférence et de débat, cette fois-ci j'ai insisté pour qu'il y ait quand même une grande place au débat, donc après le débat, ceux qui souhaitent
approfondir la chose pourront acheter le livre de Benjamin Lemoine qui est mis ici en vente par la librairie du Labyrinthe, qui est, vous savez, notre partenaire habituel. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Benjamin Lemoine, et puis nous nous retrouverons donc au moment du débat. Bien, bonne conférence. Merci infiniment et merci Monsieur Foreau et merci à tous les organisateurs de cette université populaire. Je suis vraiment ravi de présenter ce soir des éléments qui sont effectivement dans ce livre. J'en suis d'autant ravi qu'effectivement les universités populaires sont très importantes et je pense que ce livre s'inscrit pleinement dans ce cadre puisqu'il s'agit d'essayer de voir comment ce sujet, effectivement la dette publique, qui on aurait trop tendance à laisser aux spécialistes, au contraire, doit faire l'objet et peut faire l'objet d'une appropriation citoyenne et redevenir au centre de nos démocraties, mais pas de la façon dont on en parle la plupart du temps. Donc j'espère que cette intervention, elle aura le mérite de décaler par rapport à la petite musique de la dette qu'on entend très régulièrement à la télévision, dans les campagnes électorales, c'est-à-dire effectivement que lorsqu'elle s'impose comme une évidence, alors il ne s'agit pas de dire qu'elle n'existe pas, mais il s'agit de réfléchir à la façon dont elle existe sous une certaine forme, impose, c'est le titre de la conférence, un certain ordre social et politique, c'est-à-dire que la façon dont elle est amenée, dont elle est présentée par des experts, des économistes, des éditorialistes, des journalistes, n'est absolument pas neutre et emporte avec elle un ensemble de choix qu'on verrouille sur la façon dont on organise nos politiques économiques, nos dépenses publiques et sociales et la monnaie, enfin voilà, tout un certain nombre de sujets. Alors, comme l'a expliqué M. Foreau, je ne suis pas économiste, premier élément du décalage, et puis je vais essayer de vous raconter une histoire sur près de 70 ans, en partant après la Seconde Guerre mondiale, et d'essayer de comprendre comment cette dette s'est imposée à nous, sous quelle forme, et qu'est-ce que ça a impliqué dans nos débats politiques. Alors, première façon de commencer, très, très basique, je suis désolé du coup pour ceux qui savent déjà tout ça, mais voilà, qu'est-ce que la dette publique à la base, vraiment des éléments très simples. L'État a un déficit public sur l'année, il a des ressources qui sont inférieures à ses dépenses, et pour meubler, pour combler cet écart, il va faire appel à de l'emprunt, et vont s'accumuler ces emprunts et cette somme d'emprunt, vis-à-vis de certains prêteurs. Alors il faudra rentrer dans le détail de tout ça, puisque ça a beaucoup varié à travers l'histoire. Et bien cette somme d'emprunts contractés constitue ce stock de dette publique. Les chiffres qu'on a très fréquemment en tête, c'est que ce déficit public, le contrôle de ce déficit public, il est assuré à l'échelle européenne par les critères de Maastricht, de 1992. Donc c'est le fameux ratio de 3%. On rapporte ce déficit public aux ressources de l'État de l'année, aux revenus de l'économie dans l'année, on le rapporte au PIB, au produit intérieur brut. Et puis le deuxième chiffre, c'est le seuil des 60% de dette, donc qui a été aujourd'hui largement outrepassé, et à travers le temps, ce critère, même depuis 2005, il était déjà plus respecté. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que ces ratios viennent toujours alimenter les colonnes de nos journaux, viennent incarner cette contrainte de la dette, cet impératif de la dette qui empêcherait de réfléchir à d'autres formes de politique économique. Donc aujourd'hui, on est effectivement, comme le disait M. Foreau, pas loin des 100%, 97,6% du rapport au produit intérieur brut, ce qui est équivalent en valeur absolue de 2160 milliards d'euros. Voilà, donc, voilà pour la partie chiffres. Alors il n'y aura pas, je ne dis pas qu'après j'arrête de donner des chiffres, mais en tout cas néanmoins on va essayer de rentrer dans la philosophie politique de cet objet de la dette, qu'est-ce que ça implique, comment ces chiffres précisément ont été construits, pourquoi il est devenu si important de parler de ces chiffres, pourquoi on les surveille en permanence, et revenir en quelque sorte dans ces coulisses, dans ces scènes de constitution de la dette comme un problème public, comme un problème démocratique majeur. Alors comment sommes-nous devenus obsédés par la dette ? Ça, c'est la première version, donc M. Foreau l'a déjà expliqué, on parle des générations futures, comment la dette est présente. Alors j'ai choisi ce moment-là, on est en pleine campagne présidentielle en ce moment, et à l'époque, donc on est en 2007,
Et c'est le candidat François Bayrou qui, devant Arlette Chabot, comme la plupart des autres candidats à l'époque, est confronté à cette mise en scène interpellante où un compteur de la dette, comme vous le voyez ici, défile en permanence du début à la fin de l'émission. Et donc Arlette Chabot lui explique, alors il y a un sujet pour tous les candidats, celui de la dette, on le voit en début d'émission, il va tourner, alors ça tourne très très vite, c'est toujours très impressionnant. Comment réduisez-vous la dette, monsieur Bayrou? Et donc la réponse c'est simple, il faut que ce compteur s'arrête. Donc François Bayrou ici se fond en quelque sorte dans cette injonction du journaliste et il dit bien sûr vous avez raison et c'est simple, je vais arrêter ce compteur de la dette publique et évidemment cela implique que la nation entière fasse des efforts et des efforts acceptables par la nation. Il faut qu'on inscrive dans la Constitution l'interdiction de présenter un budget en déficit de fonctionnement. Donc ça fait écho à ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire que dans les constitutions mêmes, il faudrait verrouiller la possibilité de faire du déficit public et notamment du déficit de fonctionnement. Dans cette simple phrase, on pourrait en discuter des heures, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une dépense de fonctionnement et qu'est-ce qu'une dépense d'investissement? Est-ce que l'éducation nationale, est-ce que la culture, ce sont que du fonctionnement, du train de vie de l'État, ou est-ce que c'est un investissement d'avenir? Donc, la simple fixation de cette catégorie-là, qui a l'air d'une évidence, peut emporter des débats, des révolutions, enfin voilà, toute une série de controverses. Néanmoins, elle est ici incluse comme un simple item technique. Il s'agit juste d'arrêter le compteur et de figer la réflexion sur le sujet à travers ce compteur. Alors le contexte de ce compteur, on est en 2007, on est 1 an et demi après la publication du rapport Pébreau. Michel Pébreau, qui est un ancien haut fonctionnaire des finances et qui, à l'époque, au conseil d'administration de BNP Paribas, et le ministre de l'économie, Thierry Breton, lui avait commandé ce débat sur la dette. Thierry Breton publie à la même époque un livre qui s'appelle Anti-dette, et donc on a vraiment une envie de mettre à l'agenda politique la dette publique, ce qui est relativement récent dans l'histoire de la vie politique française. Et puis il y a un certain nombre de quotidiens à l'époque quelques-uns qui s'inquiètent de la façon dont ce sujet tend à s'imposer dans les débats publics, et le journal Humanité s'indigne de la dramatisation induite par ce compteur, le fameux compteur que je vous ai montré, à débiter de l'idéologie qui valide d'emblée les solutions libérales. Et puis Olivier Besancenot, lui, va faire référence, enfin, c'est des paroles assez marginales à l'époque dans le débat, va faire référence plutôt aux actifs qu'il faudrait mettre en face de cette dette publique, c'est-à-dire que cessons de dramatiser le poids des engagements de l'État. Si on regarde en face ce qu'on appelle la dette nette, c'est-à-dire la dette brute, ce n'est que la prise en compte des passifs, des engagements de l'État. Si on regarde en face les actifs, eh bien la photographie, le bilan est moins catastrophique qu'il n'y paraît, et ça permettrait d'avoir une discussion moins stressée, moins oppressante sur le sujet de la dette publique. Alors les coupables évidents, M. Foreau l'a aussi déjà annoncé, avec ce script de décision de la dette tel qu'il s'impose à François Bayrou, eh bien effectivement c'est que l'État est obèse, il dépense trop, que les coupables ce sont les politiques de relance dites keynésiennes, c'est-à-dire qu'on cherche à soutenir la demande dans l'économie en augmentant les dépenses publiques et sociales, en fournissant des moyens de paiement à nous, citoyens, en espérant que la consommation se relance. Eh bien, ces politiques de la demande sont fautives, elles seraient les coupables évidents. Ce serait aussi l'excès de la dépense publique, donc ça va avec l'idée de l'État obèse, et puis la grande aussi générosité du politique, qui distribue trop de cadeaux. Alors toute la question est à qui ce politique distribue les cadeaux, mais enfin dans ce script cette question n'est pas forcément posée. Il y a vraiment cette idée que l'État est fautif d'un excès de dépenses publiques, et donc je fais référence au débat pendant la primaire socialiste. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y avait vraiment la dette à occuper quand même 10 bonnes minutes du débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon, où les journalistes ne cessaient d'interrompre les différents candidats. Non, mais la dette, qu'est-ce que vous faites pour la dette, la dette, la dette, la dette. Vous voyez, il y a une injonction vraiment à la dette publique, et qui fonctionne un peu pour les journalistes comme les sondages. C'est une manière de mettre à distance le politique, de montrer qu'on s'en laisse pas compter, et on affirme un peu son objectivité. C'est bien gentil tout ce que vous promettez, mais il y a la dette, c'est des chiffres, c'est du sérieux, c'est des faits, et vous ne pouvez pas y échapper, et donc toutes vos propositions sont irréalistes si elles ne se conforment pas à ce compteur de la dette qui vous force bien à renoncer à toutes vos promesses, à renoncer à vos projets d'engagement de dépenses publiques. Et puis donc ça venait à opposer aussi d'un côté Benoît
Benoît Hamon répondait, mais la dette, c'est pas la dette la dette financière, hein, c'est pas cette dette des contrats d'emprunt. La vraie dette, c'est la dette écologique, c'est-à-dire l'état de la planète tel qu'on le laissera à nos enfants. Et les générations futures, c'est pas les victimes de la dette publique, mais c'est plutôt les victimes de la catastrophe environnementale qui s'annonce. Et donc, les commentaires et les éditoriaux politiques, j'ai retenu quelques-uns, hein, mais on avait bien d'un côté la gauche réaliste, hein, celle qui se fait face à ce compteur de la dette, qui affronte la réalité, et puis de l'autre, cette gauche qui nie le problème, hein, qui est donc irréaliste. Il y avait les termes de Franz-Olivier Gisbert qui étaient assez intéressants, assez marrants, qui parlaient d'un dadaïsme, d'un surréalisme de Benoît Hamon, un trumpisme de gauche. Donc voilà. Donc vous voyez bien, la dette, elle clive, elle organise le conflit politique, elle fait un grand partage entre d'un côté les tout rêveurs, et puis de l'autre les réalistes, ceux qui sont capables de gouverner, les sérieux budgétaires.